Bienvenue dans Smart Bourse sur Bismart, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez à la télévision via vos box sur Bismart TV bien sûr et à retrouver chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une ambiance qui reste lourde sur les marchés globaux, sur les marchés actions notamment en Europe après une série de plusieurs séances de baisse consécutives pour marquer ce début de mois de septembre. On notera aujourd'hui une tentative de stabilisation des indices actions en Europe et aux États-Unis. Mais encore une fois, l'ambiance est un peu plombée depuis le début du mois de septembre avec des actifs clés qui amènent différentes perturbations sur les marchés de taux bien sûr, avec, ça a été l'histoire de l'été, des taux nominaux et des taux réels aux États-Unis qui ont continué de progresser. On a vu jusqu'à plus de 4,30 sur le 10 ans américain qui reste d'ailleurs très proche de ces sommets récents. Le dollar, par voie de conséquence, lui aussi a poursuivi son rebond tout au long de l'été, après un point bas qui avait été marqué en juin-juillet. L'indice dollar, face à un ensemble de devises majeures, retrouve des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis plusieurs mois, créant là aussi des perturbations, de la pression sur les devises émergentes, sur le yuan chinois, mais également sur le yen japonais. Et puis le pétrole, là aussi, qui s'invite en cette rentrée après un rebond de 30% en 3 mois au cours de l'été et un baril de Brent qui reste autour de $90 au moment où on se parle. Ce seront évidemment des sujets clés de discussion avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, comme une fois par mois, le vendredi à 17h45, nous reviendrons sur les dernières grandes tendances au sein de l'industrie ETF avec l'observatoire ETF de Yomoni et son directeur des investissements, Olivier Malteste, qui sera avec nous donc en plateau dans le dernier quart d'heure de cette émission. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés de marché avec une dernière séance cette semaine pour essayer de se stabiliser. Le résumé du jour avec Sybille Aoudjan. Le CAC 40 est resté très hésitant aujourd'hui encore avec une semaine de performance négative. Les valeurs technologiques pâtissent toujours des tensions sino-américaines, mais surtout d'un contexte de hausse des rendements obligataires américains. Une étude publiée par Bank of America Global Research donne quelques chiffres. Au cours de la semaine, les actions technologiques accusent des sorties de capitaux de 1,7 milliard de dollars, une première en 11 semaines. Rien que pour Apple, sa capitalisation boursière a fondu de 200 milliards de dollars en 2 jours. Pour les indicateurs, la hausse des prix à la consommation en Allemagne a été confirmée à 6,4% sur un an en août. En France, on observe un regain de la production industrielle. Celle-ci rebondit de 0,8% en juillet après une baisse de 0,9% en juin, selon les chiffres de l'INSEE qui précisent que ce rebond s'observe dans la plupart des branches. Du côté des marchés, quelques changements sont à prévoir. Euronext annonce une recomposition de l'indice SBF 120 avec la sortie d'Altarea, de Casino et d'Antin Infrastructure Partners et l'entrée de Lectra, Argan et XFAB. Cela interviendra après la clôture des marchés le vendredi 15 septembre et sera effectif le lundi 18 septembre. Côté valeur, on observe un rebond du titre LVMH aujourd'hui après une longue série de séances en baisse et un repli de près de 20% depuis mi-juillet. La semaine prochaine, la BCE annoncera sa décision monétaire jeudi prochain. Selon une enquête de Reuters, une courte majorité d'économistes attend un statu quo sur les taux et la Fed doit faire de même le mercredi suivant. Tendance, mon ami, chaque soir pour débuter Smart Bourse et c'est Sybille Aoudjan qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous, le président d'Altair Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Didier Borowski de nous accompagner également. Bonsoir Didier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute et Raphaël Thuin à nos côtés également ce soir. Bonsoir Raphaël. Merci d'être là. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Parlons peut-être des taux réels. Je trouve que c'est un bon point d'entrée pour entamer une discussion de marché
Raphaël. Je regardais le taux réel à 10 ans aux États-Unis, donc corrigé des anticipations d'inflation. Ce taux réel à 10 ans atteint aujourd'hui 2%, ce qui est un plus haut dans ce cycle, ce qui est un plus haut depuis 2009. C'est évidemment la conséquence de ce que veut faire et veut voir la Réserve fédérale américaine, mais ce niveau de 2%, effectivement, encore une fois, on ne l'a pas vu depuis très très longtemps. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est une nouvelle normalité qui va s'installer peut-être pour plusieurs mois dans les marchés, avec, si oui, quelles conséquences sur le cycle macro et sur le cycle des marchés financiers ? C'est effectivement la question centrale des marchés aujourd'hui. Quelle va être la direction de ces taux d'intérêt dans les mois qui viennent ? Un petit peu une douche froide cet été. On était encouragé par ce cycle de désinflation qui s'était entamé, à l'automne 2022. On avait l'impression que ça y est, le plus dur était fait, que les banques centrales allaient enfin gagner en marge de manœuvre. Et puis, force est de constater depuis quelques mois qu'il y a une stabilisation de cette désinflation, peut-être même un retournement de tendance. Les grands facteurs désinflationnistes de ces 12 derniers mois se sont renversés, ou en tout cas se sont épuisés. Quand vous regardez les matières premières, vous en avez parlé à l'instant, cette fois-ci elles repartent à la hausse depuis juin. Vous avez parlé du pétrole, c'est assez remarquable, 30%. L'indice Bloomberg des comos, qui inclut toutes les comos, est lui plus proche des 8% de rebond. Donc ça commence à être significatif, ça se sent dans les chiffres de l'inflation, on l'a vu récemment. Donc ça, c'est un facteur de désinflation qui s'est épuisé. Sur les biens, qui a mené aussi une grosse partie de cette désinflation, elle est terminée. Il n'y a plus d'inflation sur les biens. Et malheureusement, lorsqu'on regarde les chiffres récemment, en particulier aux États-Unis, les ISM, on a vu une reprise de l'inflation sur les biens. Donc, quid des mois à venir, c'est incertain. Et puis, des effets de base, c'est un peu plus technique, mais on se comparait à des chiffres très élevés d'inflation. Ces effets de base, maintenant, ils vont plutôt jouer en notre défaveur, avec une inflation depuis un an qui a baissé. Donc là, clairement, il va falloir que ce phénomène d'inflation soit jugulé, en tout cas que d'autres segments prennent le relais. Alors, on pense évidemment aux services. Les services, c'est 80% de l'inflation aux États-Unis. Ça a été un facteur déterminant dans l'envolée des prix. Or, les services, on le sait, ça met du temps à baisser. Les prix mettent du temps à baisser. C'est moins sensible aux politiques monétaires, très sensible au marché de l'emploi. Or, le marché de l'emploi reste robuste malgré tout. Donc, une incertitude là aussi. D'ailleurs, on n'a pas constaté aujourd'hui de cycle de désinflation s'entamer réellement sur les services. Et puis, toujours cette incertitude autour des comos dans les mois à venir. Quid du prix du gaz, quid de l'Ukraine. Alors là, on ne va pas se lancer là-dessus, c'est absolument imprévisible. Donc, résultat des courses, on est sur des taux qui continuent leur tendance haussière. Une thématique des banques centrales qui devient beaucoup plus floue. Dans quelle mesure cette remontée des taux peut changer les attentes des marchés en termes de potentielle baisse des taux à l'avenir. Et puis une vraie question sur les valorisations. Une des parties du rebond des marchés portait sur cette thématique d'inflation maîtrisée, d'une baisse de taux à venir, qui justifierait potentiellement des multiples qui sont assez élevés. Et là, la question reste entière. Il y a un vrai risque pour vous alors on a parlé beaucoup de la désinflation immaculée qui n'avait pas eu d'impact notamment sur le chômage aux États-Unis jusqu'à présent. Là, l'idée, c'est une désinflation contrariée peut-être devant nous, Raphaël. C'est un risque important. C'est un risque important. Chez Tikehau, on milite vraiment sur cette idée que, oui, certes, les prix vont baisser sur le long terme, mais on est probablement dans un changement d'air où cette inflation, elle est structurelle. Elle va se maintenir à des niveaux beaucoup plus élevés, dû au fait que la démondialisation atteint à des niveaux importants, les coûts de production ont augmenté. On a beaucoup parlé de cette dimension-là. Et que finalement, lorsque vous regardez les attentes des marchés, les anticipations des marchés, on reste sur une complaisance assez remarquable vis-à-vis de ces problématiques d'inflation. Donc ça pose question. Et en tout cas, pour l'investisseur, à aujourd'hui, ça va être une dimension à prendre en compte pour la fin d'année. La désinflation contrariée ou le risque de voir la mécanique de désinflation contrariée après être passé de 10 à 5 en Europe et de 10 à 4 ou 3 aux États-Unis. Didier, qu'est-ce qu'on peut dire en cette rentrée ? Et je reviens sur mon taux réel 10 ans américain à 2%. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un new normal qui s'installe pour les investisseurs ? Il y a deux éléments dans la question. Il y a d'abord la question inflation. Donc la désinflation est contrariée en effet par les prix de l'énergie, mais il faut regarder aussi l'inflation sous-jacente. Nous, notre sentiment, c'est quand même que l'inflation sous-jacente, bon an, mal an, elle va ralentir. Mais il faut avoir en tête qu'elle va ralentir lentement.
Donc on va revenir à la cible de la Réserve fédérale plutôt fin d'année prochaine et donc de façon très graduelle. Alors est-ce que ça va être avec des à-coups probablement sur certaines composantes des prix, parce que je pense que le nouvel environnement dont on vient de parler sur les prix, c'est pas nécessairement sur l'inflation en tant que telle, c'est des chocs sur les prix relatifs qui sont très difficiles à anticiper. Donc on va rentrer dans un environnement avec la transition énergétique, dans ce nouvel monde de mondialisation, on va dire, différente, en tout cas où des prix relatifs vont s'ajuster. Donc il y aura en effet une inflation probablement plus volatile et probablement structurellement un peu plus élevée. Mais je ne crois pas sur les taux nominaux que le sujet de l'inflation épuise le sujet de la remontée des taux d'intérêt. C'est-à-dire que ce qu'on a vu sur les segments longs de la courbe des taux américains, à mon avis, reflète aussi une problématique liée à la dérive budgétaire américaine. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'ensemble, mais fondamentalement, il faut quand même avoir en tête qu'il y a une dégradation des finances publiques américaines. Certaines agences ont envoyé des petits signaux d'alerte sur la notation américaine. À l'horizon 5 ou 10 ans, quand on regarde la dynamique de la dette publique américaine, c'est assez peu su en Europe, mais elle est bien plus mauvaise que celle de la zone euro prise dans son ensemble. C'est-à-dire que la zone euro, depuis la grande crise financière, il y a eu une hausse assez modérée. Je parle de la zone euro agrégée, je vais revenir au pays. Il y a eu une hausse assez modérée du ratio dette sur PIB. Aux États-Unis, on sera à 135-138% du PIB en 2028. Et les déficits budgétaires sont assez élevés. Et il n'y a pas de politique budgétaire restrictive dans le tuyau. Bien au contraire, on a bien sûr, évidemment, tous en tête le projet Inflation Reduction Act qui a des effets multiplicateurs assez marqués. Donc il est possible, ce que je dis, c'est qu'il est possible qu'au-delà de la conjoncture et de l'inflation, il y ait aussi une prise de conscience de ce qu'on est quand même durablement dans un paysage, et donc ça se paye par une prime de risque. Je parle des segments longs de la courbe des taux. Très clair. Voilà. Et sur les taux d'intérêt réels, attention, il y a différentes manières de les mesurer. Il y a les taux d'intérêt réels de marché, les taux d'intérêt réels quand on enlève l'inflation moyenne, les taux d'intérêt, on est quand même avec des taux d'intérêt réels qui sont encore très élevés. En soi, c'est pas alarmant le niveau des taux d'intérêt réels en niveau aujourd'hui. Mais c'est clair qu'on a une séquence de durcissement monétaire qui est telle qu'on devrait quand même voir les conditions financières et monétaires commencer à mordre sur l'activité au premier semestre de l'année prochaine. Mais il y a des facteurs temporaires sur lesquels on reviendra qui expliquent pourquoi finalement, en dépit de ce qui a été fait, de la remontée des taux d'intérêt réels, on n'a pas vu au jour d'aujourd'hui la croissance américaine ralentir. Non, mais vas-y, une partie de la réponse, c'est déjà la variable budgétaire, qui devient une variable clé aujourd'hui. Pour expliquer la différence entre la dynamique américaine, européenne et chinoise. C'est vrai, mais il faut faire attention, parce qu'il y avait, quand on mesure l'impulsion budgétaire, c'est la variation du solde budgétaire structurel. En théorie, on devait avoir une impulsion budgétaire négative, c'est-à-dire, ou en tout cas qui se normalisait, mais qui n'était pas vraiment un soutien pour la croissance. Mais ce type de mesure d'impulsion budgétaire ne prend pas en compte les effets multiplicateurs. Or, il y a des effets multiplicateurs absolument incroyables liés à l'Inflation Reduction Act, aux taxes, aux déductions fiscales, etc. Et ça a eu un effet qui a surpris tout le monde, y compris la Réserve fédérale, y compris le Trésor américain, etc. Et quand on regarde en détail les chiffres, il est possible que cette dynamique de l'investissement perdure. Et donc là, on a quelque chose d'inobservé, c'est-à-dire qu'on a une banque centrale qui durcit très fortement sa politique monétaire et l'investissement qui surprend à la hausse en lien avec des effets multiplicateurs de la politique budgétaire qui ont été sous-estimés. Alors, ces effets multiplicateurs, on sait, ils ont un pic. On ne sait pas bien chiffrer, parce que c'est des choses qui n'ont jamais été faites par le passé. Donc on ne sait pas très bien chiffrer, mais normalement, le pic, on devrait l'atteindre dans les mois qui viennent. Et on devrait avoir quand même, et du côté de la consommation, un autre facteur qui a beaucoup surpris depuis le début de l'année, c'est l'ampleur du soutien apporté à la consommation par l'épargne excédentaire, mais qui est en train de fondre comme un neige au soleil. C'est-à-dire, les effets de l'épargne excédentaire devraient s'épuiser d'ici la fin de l'année, peut-être même dès ce trimestre. Et donc l'un dans l'autre, on voit que deux des grands moteurs de la croissance américaine au premier semestre, et probablement encore au troisième trimestre, vont probablement s'amenuiser, se perdre un peu en dynamisme, voire s'épuiser d'ici le premier trimestre 2024. Et qu'est-ce qui restera ? La montée des taux d'intérêt réels, le durcissement des conditions financières, et là on peut avoir un effet quand même d'aplatissement de la croissance américaine assez marqué, avec évidemment les questions récurrentes et sous-jacentes sur qu'est-ce qui va se passer en termes de politique de la Banque centrale. Et ce qui est nouveau aussi dans ce que vous décrivez, c'est que les salariés américains vont voir une croissance réelle positive de leur salaire, avec une inflation qui s'est quand même atténuée depuis un an, et des hausses de salaire embarquées qui couvrent aujourd'hui quand même en partie largement l'inflation telle qu'elle est mesurée aux États-Unis. Il y a quand même une dégradation lente du marché du travail, donc ça devrait se poursuivre. Ce ne sera pas un très fort soutien à l'activité économique, de notre point de vue. Il y a quand même une récession qui se prépare d'ici la mi-2024, probablement au premier. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de récession jusqu'à présent aux États-Unis que 2024 sera immuable
immune de ce point de vue-là. Non, parce qu'il y a des effets dont on sait qu'ils sont temporaires. Par contre, on ne sait pas bien jauger la fin de ces effets temporaires. C'est ça la question aujourd'hui qui est posée aux conjoncturistes notamment. Christian, vos commentaires, vos remarques sur cette le retour des salaires, des taux d'intérêt réels, c'est lié aussi. Alors, il y a plusieurs choses, mais il y a un des éléments structurels, et ça a été en partie dit déjà, c'est le fait que, très clairement, on est sur une hausse de l'investissement et d'un investissement public fort, qui n'est pas dépendant des taux d'intérêt. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on parle de transition énergétique, de plus en plus, on parle d'investissement public fort pour faire cette transition énergétique, avec des tensions qui seront là sur certaines matières premières, qui seront vraiment indispensables de manière très importante pour cette transition énergétique. Donc ça veut dire que vous avez clairement un investissement aujourd'hui qui n'est pas privé, qui est public, déconnecté des taux, qui est là. Et donc forcément... Enfin, déconnecté des taux, il faudra bien les financer quand même, ces investissements. Mais on sait que ça ne sera pas aussi... C'est pas le niveau des taux qui détermine la volonté politique, mais quand même... Ce ne sera pas la rentabilité du projet qui sera mis en avant, c'est plutôt cette transition. Oui, mais on est quand même sur des investissements longs. Quand on parle d'investir dans les centrales nucléaires, quand on parle aujourd'hui de l'inflation de Reduction Act, investi quel que soit le niveau des taux d'un Fed. C'est des aides qui apparaissent. Et donc ça, c'est même contradictoire par rapport à la politique de la Fed. La Fed monte ses taux, renchérit le coût de l'investissement, et derrière, vous avez des subventions publiques qui abaissent le coût de l'investissement, donc améliorent la rentabilité. Donc ça, ce sont des vrais effets. Mais au-delà de tout ça, c'est que je pense que les marchés commencent à prendre en compte cet élément-là, où on va avoir véritablement un investissement qui va être durablement plus fort, alors qu'avant, on était sur un excès d'épargne. Maintenant, on va devoir financer cet investissement. L'autre élément, alors ça, c'est structurel. Je ne vous dis pas que ça n'empêchera pas les taux de rebaisser, mais conjoncturellement ou très ponctuellement. Mais en tout cas, c'est un vrai élément. Et puis l'autre élément, c'est peut-être que le marché se dit aussi que la période de taux négatifs, de banques centrales qui achètent la dette à tout va, elle est quand même largement finie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous aviez une récession aux États-Unis, même en Europe, si on a une récession, je ne vois pas la BCE tout de suite repasser à des taux négatifs pour relancer l'économie. Et je ne vois pas la BCE mettre en place un programme de rachat d'obligations. Donc, on est quand même sur l'idée que les banquiers centraux ont pris en compte, et d'ailleurs, regardez le dernier discours de Madame Lagarde, elle a dit, voilà, on est sur une période de retour de l'inflation. Alors, elle sera l'inflation... Retour de l'inflation, ça ne veut pas dire qu'on va rester sur une inflation qui va être à 3, 4 tout, indéfiniment. Elle peut revenir à 2. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de la faire revenir à 2. Avant, l'objectif, c'est qu'elle aille à 2. Donc, on change de monde. Et donc, ça veut dire que les banquiers centraux, aujourd'hui, ne sont pas prêts à monétiser la dette. Ils ne sont plus prêts à injecter des liquidités. Et donc, forcément, ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne un prix à ces liquidités, à l'argent. Et donc, on est sur un vrai changement structurel. Alors, après, de manière un petit peu plus conjoncturelle et ponctuelle, ce que commence à intégrer le marché, c'est très clairement de l'incertitude sur l'inflation. Et ça, c'est quelque chose, alors il y a encore quelques semaines, qui était assez incroyable. Quand vous regardiez les marchés, le marché, c'était on tire la ligne droite, on avait un beau mouvement de désinflation, on tire la ligne droite et puis on se dit on y va, on va vers les deux. D'ailleurs, il y avait même une certaine incohérence, puisque quand vous regardiez les prévisions... Mais on arrive à trouver les deux quand on enlève le loyer implicite, quand on enlève toutes les parties qui n'ont pas encore baissé. Il y en a plein qui nous montrent qu'en rythme annualisé sur 3 mois, sur 6 mois, on est déjà quasiment à 2 d'inflation aux États-Unis. Il y a l'Espagne, par exemple. L'Espagne était même repassée en dessous de 2 sur l'indice global. Alors là, c'était formidable. Bon, on sait qu'il y a des éléments techniques, on sait que c'est plus compliqué que ça. Et on sait qu'en plus, quand on sort des bouquets énergétiques en Europe, ça va faire remonter l'indice des prix mécaniquement. Et puis surtout, il y avait un vrai décalage. C'est-à-dire que si vous preniez, il y a encore au mois de juin, les marchés obligataires nous disaient on est à 2, alors surtout aux États-Unis un peu plus tard en Europe, mais on est à 2 d'ici la fin 2023. Vous interrogiez les banquiers centraux, le FMI, l'OCDE, ils vous disaient on sera au-dessus de 2 jusqu'en 2025. Donc il y avait quand même une vraie incohérence de marché. Et je pense que le marché n'a pas encore totalement intégré ça, mais il va falloir qu'il l'intègre. Maintenant, on est dans un moment de volatilité de l'inflation et ça sera beaucoup plus long. Et puis, dernière chose, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est au réel positif pour la Banque centrale américaine, puisque aujourd'hui, alors, il reste un levier aux États-Unis pour vraiment réduire l'inflation, parce que le mouvement de désinflation s'est fait sur les prix de l'énergie et sur les prix des biens. Donc ça, c'est fini. Les prix des biens, ils vont pas... Raphaël, bien sûr. Et il nous reste encore les prix de l'immobilier. Oui. Et pour freiner l'immobilier, il faut absolument que les taux longs américains restent élevés, parce que sinon, l'immobilier repart très très vite aux États-Unis. On n'a pas de stock aux États-Unis. Si la demande est de nouveau stimulée par une baisse des taux d'intérêt, ça va repartir très vite. D'où le fait qu'on a forcément des banquiers centraux, qu'ils y croient ou non, qui vont devoir maintenir un discours
faut qu'ils maintiennent des taux longs. Parce que s'ils commencent à dire, ça y est, on a gagné, c'est fini, les hausses de taux, c'est fini, le marché va dire, dans 6 mois, il baisse les taux, et vous allez avoir les taux longs qui vont baisser immédiatement, la courbe des taux qui va s'inverser. Et donc, il faut maintenir ces taux-là. Et donc, le seul moyen, c'est de maintenir un discours très fort. Et ça, je pense que le marché n'est pas prêt aussi. Parce que le marché est toujours dans l'idée, pause. Et après, ils montent les taux. Et ça baisse très vite après. Voilà. Ouais. Et ce que disent aujourd'hui, et ce qu'essayent de faire passer le message, et ça, c'est pas encore totalement intégré dans les marchés, et on l'a encore eu, alors on a eu 7 discours sur les dernières 24 heures de banquiers centraux, mais en gros, ils disent, on peut skipper, vous savez, on ne monte pas les taux une fois, mais ça veut pas dire qu'on fait une pause. Ça veut et pas dire que c'est définitif. ils essayent vraiment de casser le mouvement de l'été prend peut-être déjà un peu en considération cette idée du higher for longer, etc. Voilà. Mais il va falloir une manière quand même d'expliquer vraiment le l'intégrer, mouvement donc ça veut d'été dire cet été. qu'on n'a pas totalement tout intégré sur les marchés, notamment sur ces niveaux de taux d'intérêt. Raphaël, s'il y a des points à ajouter, et puis ce qui me marque, si on parle des États-Unis, c'est autant je trouve que le sentiment côté cycle américain reste globalement positif. On continue d'être toujours un peu plus surpris positivement par les États-Unis par rapport à ce qu'on peut attendre. Alors on verra, on reporte l'idée de la récession peut-être sur 2024 ou j'en sais rien. Et à l'inverse du spectre, on a la Chine où le sentiment était déjà quand même très très négatif depuis plusieurs mois, voire quelques trimestres. Et en cette rentrée, j'ai l'impression que le sentiment continue d'être toujours plus négatif sur la Chine, alors qu'on est déjà, quand on regarde la valorisation des marchés actions chinois, on se dit que déjà, on anticipe des choses très très négatives. Alors, parlons de valorisation. Pour commencer, vous avez raison, la valorisation du marché chinois, elle est à la cave. La décote de valo entre les US et la Chine est la plus large historique. Jamais la Chine n'a été si peu chère comparée aux US. Donc, en termes de valo, il n'y a pas d'argument. C'est vrai en plus, et je m'étonne avec vous, le sentiment reste très négatif alors que les nouvelles récentes ont été marginalement plus positives. Août a été un petit peu meilleur que juillet sur les imports-exports, sur le manufacturier, sur les ventes d'auto. Il y a eu quelques chiffres plus encourageants. On a cru déceler une détente géopolitique aussi avec les États-Unis, quoiqu'elle soit très incertaine. On va argumenter de ce point de vue-là. Des mesures de stimulus qui s'accumulent. Alors, aucune d'entre elles n'est bazooka, mais en tout cas, ça s'accumule. Et sur le marché de l'immobilier, peut-être qu'on peut pressentir qu'elles ne sont pas anodines, ces mesures-là. En tout cas, on entend qu'elles pourraient contribuer à stabiliser ce marché. Donc, effectivement, c'est étonnant de voir le manque de regain de ce marché compte tenu d'une décote très importante, d'une part, et d'autre part, de nouvelles plus constructives depuis quelques semaines. Donc, ça en dit long sur le sentiment général. Ouais, c'est ça. Plus long terme, et c'est quand même là-dessus qu'on va raisonner, parce que sur le court terme, de toute façon, on se trompe toujours. Sur le long terme, quand même, et pour l'investisseur, c'est ça qu'il faudra regarder, on est sur des vents de face pour l'investisseur en Chine qui sont très importants, pour certains très handicapants. On va parler d'une croissance qui structurellement décroît au fur et à mesure des années. La croissance structurelle du pays va aller en décroissant. Tout ça est lié à beaucoup de facteurs, mais on pourra aussi parler de facteurs démographiques qui sont dramatiques en Chine. Utilisons les mots, dramatiques. Une économie qui croule sous la dette publique et privée. Oui. Et des épisodes de marché, de segments d'économie trop endettés, on sait comment ça se finit mal, et c'est long. Donc un autre facteur, en particulier à travers ce segment immobilier qui est essentiel à l'économie, avec 20% du PIB, je crois, qui est l'immobilier, une grosse partie de l'épargne des Chinois. Donc un gros problématique de dette, et puis une dimension géopolitique qui est aussi grave, avec une bipolarisation de ce monde qui finira par coûter, ou en tout cas on s'éloigne des fondamentaux qui ont porté l'économie chinoise pendant 10, 20, 30 ans, ou en tout cas depuis leur entrée de la Chine. Donc pour vous, c'est les perspectives de long terme de la Chine qui expliquent que même sur le court terme, les investisseurs n'arrivent pas à trouver d'arguments suffisants pour au moins tactiquement peut-être se dire que... le fond de la piscine est proche, quoi, pour dire les choses. Je n'argumenterai pas sur le court terme, vous me laisserez cette pirouette. Et on peut imaginer un rebond compte tenu des décotes et de nouvelles qui sont bien meilleures. Ça ne changerait pour pas la big picture, néanmoins, mais ça apporterait un peu de il faut soulagement. regarder la big picture.
Et la big picture, elle est très difficile. C'est très difficile d'aller faire un pari sur ce marché. On peut spéculer sur le court terme, on peut faire un coup. Pour l'investisseur fondamental qui a investi sur de la conviction long terme, on a beaucoup de fanions orange ou rouge qui sont agités devant nous. On peut une petite bouffée d'oxygène de quelques mois à court terme là, en provenance de Chine, qui améliorerait un peu le sentiment, juste l'ambiance sur les marchés vis-à-vis de l'Allemagne, etc., etc. Non, je pense que la vraie big picture, comme on dit, c'est la transition un peu accélérée vers un régime de croissance plus lent. Donc on attendait depuis des années, et là il semble bien que les autorités chinoises abandonnent de facto la cible de croissance de 5%. Et donc on va converger donc plus rapidement. Ça veut dire quoi en creux ? Ça veut dire qu'en dépit de l'éclatement de la bulle immobilière, parce que c'est quand même une crise immobilière assez sévère, et bien malgré cette crise immobilière, les autorités prennent des petites mesures qui, de notre point de vue, ne sont pas susceptibles de changer radicalement la donne sur ce ralentissement. Donc on est très en deçà des anticipations moyennes sur l'économie chinoise. On anticipe 3,7 l'an prochain, un peu moins à l'horizon 2025. Donc on voit bien qu'on a une trajectoire baissière vers ce nouveau... Il n'y a pas de réimpulsion pour vous là. Le but là, actuellement des autorités chinoises, ça semble être le fait de vouloir limiter les dégâts et d'éviter les effets de bord sur la consommation des ménages. Donc ils prennent les mesures, le minimum des mesures possibles pour... Mais pas de stimuler. Non, parce qu'il y a un excès d'offres qu'il faut apurer. Donc je pense que ils ont bien pris conscience de ça. Et puis il y a d'autres objectifs. Les autorités chinoises ont d'autres objectifs que le simple cible de croissance. On voit bien que c'est des objectifs, il faut être politique étrangère, politique interne, etc. Donc il faut faire très attention en effet avec cette nouvelle gouvernance. Donc il faut être prudent en effet en termes d'allocation. Mais la chose la plus importante qu'il faut avoir en tête, en effet, c'est qu'en effet il y a des facteurs structurels, ça a été dit, qui pèsent sur le potentiel de croissance de moyen terme de l'économie chinoise. Et pour l'investisseur, ça va aussi mal que ce que les indicateurs macro déjà avec la fiabilité, ou est-ce qu'il y a quand même des trucs booming en Chine ? Moi j'ai des investisseurs qui me parlent la transition, les panneaux solaires, ils auront installé plus de 200 gigawatts de panneaux solaires cette année, c'est plus que ce qui a été fait dans l'ensemble du monde l'an dernier. Les véhicules électriques, tout le monde nous parle de la déferlante qui arrive, etc. Il y a quand même des secteurs d'activité en Chine, j'ose le mot, où c'est quand même booming. Mais il y a une opacité sur la gouvernance chinoise qui, oui, je pense, se paye au prix fort en termes d'attractivité pour les investisseurs. D'accord, ça suffit pas. D'avoir quelques secteurs clés comme ça. Ça suffit probablement pas pour les investisseurs, en tout cas à court terme, qui attendent d'y voir un peu plus clair en termes d'objectifs des autorités chinoises, qu'elles sont prêtes à faire pour stabiliser la croissance. Alors ceci dit, on n'est pas dans le pire des scénarios. Il n'y a pas, entre guillemets, d'atterrissage brutal de l'économie chinoise. Si les autorités chinoises veulent vraiment stabiliser les choses, parce que ça ralentit trop fortement, ils continueront, ils amplifieront les mesures qu'ils sont en train de prendre. Donc ils ont les mesures, ils ont les moyens quand même de stabiliser. Mais ils sont prêts à accepter... L'objectif, c'est stabilité, c'est pas relance. Ils sont prêts à accepter le coût en croissance de la crise immobilière, et c'est ce qu'on est en train de voir, et ça va sans doute se poursuivre dans les trimestres. Ça se voit sur les devises, c'est vrai que voilà, on reparle un peu du yuan. Alors il y a le dollar fort en face qui a rebondi quand même tout au long de l'été, et puis le yuan, ils ont même du mal à tenir visiblement la bande de fluctuation qui fixe tous les jours. Christian. Oui, alors par contre, il y a quand même un vrai changement par rapport il y a encore au début d'année. Au début d'année, on parlait tous de le fameux plan de relance chinois, la sortie du Covid, les plans de relance chinois, et j'avais même des clients qui pensaient ouvrir des fonds spéciaux dédiés à la Chine pour profiter de cet effet boom de on a calé l'idée de la revanche, du shopping revanchard sur les Chinois, de ce qu'on avait vu en Europe. Pour être honnête, moi j'étais aussi un peu sur cette idée de redémarrage assez fort, donc je vais dire que je ne jette pas la pierre, mais ce que je veux dire, c'est que cet été, j'ai été très marqué par l'ensemble des articles qui sont sortis dans la presse, qui étaient surtout, alors comme toujours, il y a un mélange toujours de conjoncture et de structurel. Et j'ai trouvé qu'on a eu un vrai déplacement de la communication dans la presse, où on parlait que des problèmes structurels de la Chine et non plus des problèmes conjoncturels. Dans la presse chinoise ou dans la presse internationale? Et quand on prend tout, on voit que ça y a un vrai changement. L'économiste a fait 2 unes sur la Chine, ce qu'elle n'avait jamais vu, je crois, 2 unes successives pour dire que ça allait pas bien. Vraiment sur les aspects structurels. Alors pourquoi je dis ça? Ça peut paraître anecdotique, mais pour les investisseurs, ça joue énormément. Parce que vous aviez encore, il y a 6 mois, des investisseurs qui raisonnaient conjoncture chinoise, plan de relance chinois. Et là, maintenant, on commence de plus en moins à avoir un consensus qui est en train de se mettre en place sur un problème structurel chinois. Et là, ça change beaucoup de choses dans les choix d'investissement, dans les choix de valorisation des entreprises chinoises, et puis sur le yuan maintenant, d'où les pressions sur le yuan très fortes. Alors,
très court terme, je pense qu'il va y avoir un rebond de l'économie chinoise parce qu'il y a quand même des mesures qui sont mises en place. Alors, c'est pas des mesures aussi flamboyantes que l'on pouvait croire. C'est pas un plan systémique. Voilà. Mais il y a quand même cette baisse des taux d'intérêt sur les crédits hypothécaires chinois qui va quand même redonner du pouvoir d'achat aux sur Chinois. les crédits existants, si j'ai bien compris. Voilà. C'est le stock À partir du 25 septembre, on a les grosses banques chinoises qui ont annoncé cette baisse de taux d'intérêt. Donc ça a quand même donné un peu de pouvoir d'achat aux Chinois. Non, mais je parle vraiment du conjoncturel. Ça règle pas le problème. Les problèmes plus structurels. Et puis il y a aussi un autre élément qu'on ne parle pas souvent, je trouve pas assez, mais c'est toutes les conditions climatiques qu'on a pu avoir au cours de cet été, qui étaient très défavorables. Et la Chine est l'un des pays qui est le plus sensible au monde à ces dérèglements climatiques. Et ça a vraiment freiné l'économie chinoise, qu'on le veuille ou non, des inondations, des vagues de chaleur. C'est pas des choses qui permettent à l'industrie de tourner à plein. Donc il y a eu aussi peut-être des éléments un peu techniques. Alors vous allez me dire, peut-être que les conditions climatiques vont rester dures cet hiver, mais je pense qu'il y a quand même des facteurs un peu ponctuels qui ont un peu amplifié et dégradé la vision que l'on avait. Donc ça, c'est l'aspect purement conjoncturel. Structurellement, il y a un vrai problème en Chine, c'est le poids de la consommation. C'est-à-dire que, rappelez-vous, après la crise financière, ils ne voulaient plus être dépendants de l'extérieur et ils voulaient avoir une demande intérieure, une croissance de la demande intérieure. Et ça, c'est un échec complet, puisque finalement, le poids de la consommation dans le PIB n'a pas réellement remonté. Donc, on a une crise sur le consommateur chinois qui perd une confiance parce qu'il y a une crise immobilière, qu'il avait placé toute son épargne dans la crise immobilière et donc il n'a pas envie d'un seul coup de réduire son épargne parce qu'il est en train de voir que sa retraite... Il n'y a pas de welfare state en Chine, oui. Il y a sa retraite qui est en train de s'effacer avec la baisse des... Donc le consommateur chinois, à mon avis, est lourdement impacté, il va être durablement impacté. Et puis l'autre élément structurel, et ça je pense qu'on n'en parle pas encore assez, c'est la perte de part de marché qu'a la Chine sur le marché américain. Et ça, c'est quand même très visible. Quand on voit la part des exportations chinoises dans le total des importations, enfin américaines, oui, d'accord. Les produits chinois importés par les États-Unis, voilà, d'accord. Et on voit qu'il y a cette baisse continue, et on peut se dire que finalement, les taxes Trump, les taxes qui ont été poursuivies par l'administration Biden, commencent à vraiment handicaper. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit très clairement que l'investissement privé en Chine stagne. Il n'est plus aussi dynamique. Pourquoi ? Parce que les entreprises chinoises aujourd'hui investissent au Vietnam, investissent dans d'autres pays d'Asie pour contourner les règles américaines, mais ce sont des investissements qui ne sont plus faits sur le territoire chinois. Ouais. Donc, d'une part, il y avait ce déséquilibre de la consommation, mais ça va se poursuivre et ils n'ont pas réussi à le régler. Et en plus, cet investissement, il est durablement affecté à cause de cette désynchronisation des marchés. Et on peut dire aujourd'hui que les Américains ont gagné leur pari, qui était de vraiment freiner la Chine. Et là, c'est vraiment visible. Les grands perdants, c'est les Chinois pour l'instant. On peut dire ce que l'on veut, mais des mesures américaines, ils ont coupé le consommateur américain. Ils sont en train de désensibiliser le consommateur américain du producteur chinois. Et ça, pour l'instant, ça marche. Et ça, par contre, c'est un vrai coup pour l'économie chinoise. On aura toute une série de données en provenance de Chine relatives au mois d'août, la semaine prochaine, production industrielle, vente au détail, capex, investissement, etc. pour prendre un peu la mesure, effectivement, du mois passé côté chinois. Si on parle des marchés, Raphaël, alors évidemment... D'un point de vue indiciel, pour les marchés actions, ce qui compte aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, 30, 40 mégacaps dans le monde, quoi, à commencer par les 7 premières américaines et peut-être une dizaine en Europe, qui sont concentrés dans des secteurs clés, la tech, au niveau mondial, et donc américain en premier lieu. Et puis chez nous, voilà, c'est le luxe, qui représente ce secteur clé important pour la tenue des indices. Sur quelques séances, c'est quand même des secteurs qui envoient des signaux de sous-performance. Le luxe notamment, je n'ai pas fait le compte de la série de séances de baisse de LVMH, mais il y a dû y en avoir au moins 5, 6, 7 peut-être d'affilée. Ça perdait 2% tous les jours. Je prends l'exemple d'LVMH parce que c'est emblématique, mais j'ai rarement vu ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose là qui est en train de tourner dans les marchés actions, notamment du point de vue de l'intérêt des investisseurs ? Oui, on peut sentir un pivot, en tout cas une zone de consolidation, d'interrogation. Évidemment, les marchés ont beaucoup payé cette année, de très belles performances. Vous l'avez très bien dit, cette performance, elle est principalement due à une poignée de valeurs, je dirais même une poignée de facteurs. Donc tout ça inquiète. Et on arrive à un moment, on a beaucoup débattu là-dessus, où on a des doutes sur l'inflation, où les taux d'intérêt ne semblent pas vouloir coopérer, ce qui était un espoir fort des investisseurs, et où on se pose aussi des questions sur la résilience des résultats des entreprises à venir. Elle a littéralement porté les marchés. On a tous été très surpris de cette capacité des bénéfices à être maintenus à des niveaux si élevés. Et on commence à avoir des doutes sur la soutenabilité de cette tendance.
Le consommateur, il fatigue, le pauvre. Il a des hausses d'énergie. L'inflation commence à rogner son épargne. On voit des chiffres, en particulier aux États-Unis, qui ne sont pas très encourageants en termes d'épargne disponible, en termes de dette de carte de crédit. Et donc, on commence à imaginer que le consommateur, qui jusqu'à présent a bien voulu payer ces hausses de prix successives, commence à s'essouffler. On commence aussi à se dire que finalement, le phénomène inflationniste a été très bénéficiaire aux entreprises à la hausse. Elles ont réussi à répercuter la hausse des coûts et un peu plus pour faire grossir les bénéfices. Et donc, potentiellement, à la baisse, on pourrait imaginer que la désinflation puisse les pénaliser. On va voir, mais c'est un On ne l'a risque. pas encore vu. C'est-à-dire qu'on a vu aux États-Unis les indices d'inflation quand même passer de 9 à 4 ou 3. Mais dans les résultats du T2, par exemple, ce phénomène de désinflation et de pression sur le pricing power des entreprises, on ne l'a pas encore vraiment constaté. On ne l'a pas vu. Maintenant, on voit l'essoufflement des hausses de prix. Ça commence à être marqué sur l'été. Et inversement, les coûts peuvent être potentiellement encore significativement élevés. On va parler des matières premières, l'énergie, qui repart très fortement à la hausse. Ça va attaquer les marges. Donc on verra. Mais en tout cas, l'ambiance est moins réjouissante qu'elle a pu être. Et puis, nous, chez Tikehau, on regarde beaucoup un facteur, indépendamment des sujets d'inflation, récession. Il y a un facteur qui nous inquiète, dont on parle peut-être moins, c'est le facteur liquidité. Mais oui. Et nous, on n'est pas économistes. On n'est pas macro-physicien. Ce qu'on fait, c'est qu'on finance en dette et en capital des petites entreprises sur le PI, sur l'immobilier, sur la dette. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, cet effet retard des hausses des taux, qui a été beaucoup discuté, y compris par les banquiers centraux, par Mme Lagarde, à peu près. Est-ce que ça se transmet ? Quand ? Est-ce que ça se transmet d'une part, et quand ? Mme Lagarde l'a très bien dit, on a vu une répercussion de ces hausses des taux dans les conditions financières. Les banques sortent, les conditions financières deviennent restreintes, le prêt immobilier devient compliqué à obtenir. Donc ça, c'est une chose. Ce qu'on n'a pas vu encore, c'est des répercussions sur l'économie. Or, on le sait, le risque est grand que cette répercussion se fasse sentir. Vous regardez, la dette souveraine, évidemment, va être financée, on en a parlé, à des niveaux beaucoup plus élevés. On a les explosions des déficits et, à côté de ça, des taux qui montent et une demande qui diminue. Dette souveraine, on a un sujet. La dette corporate est un sujet. On avait jusqu'à présent le plaisir d'avoir des bilans d'entreprises assez sains. 2022-2023, très peu de besoins de refinancement. Elles avaient anticipé. 2024-2025, on est sur une autre histoire et on commence à avoir dès l'an prochain. Dès l'an prochain, oui. Dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Nous, on voit des émetteurs venir vers nous en disant attention, on a un souci. Ouais. On voit aussi sur les marchés cotés, il y a eu des grandes entreprises emblématiques. Mais qui étaient des usual suspects, qui n'étaient pas non plus. Enfin, Casino, Altis, d'accord, mais c'est pas des dossiers. Ça reste très spécifique et bien identifié par tout le monde. Je l'espère. Car d'accord. Toutes les entreprises qui ont un problème de levier, trop de dettes et des besoins de refinancement aigus sont en difficulté et auront du mal. Besoin de capital, ça coûte cher. Besoin de liquidité, il y en a de moins en moins. Les banques sortent des marchés. Et donc, les marchés obligataires commencent un petit peu à stresser sur ce sujet-là. On va faire payer la liquidité, le coût de la liquidité. Le coût de la liquidité, le crédit a de la valeur, le capital a de la valeur, la liquidité a un coût. C'est une nouveauté, il va falloir s'y réhabituer. On a parlé de la dette corpo, on peut parler des banques, de la hausse des dépôts, on peut parler évidemment de l'immobilier. On a des effets retard certains. Les baux ont une certaine durée. On le voit par exemple dans l'inventaire des maisons neuves aux États-Unis. Il était à 2 millions avant le Covid. Il est aujourd'hui à 1 million. Les gens arrêtent de vendre parce que de toute façon, ils ne pourront pas se faire refinancer pour racheter. Mais à un moment, on fait des enfants, il va falloir acheter plus grand. Tout ça va venir nous mordre les mollets petit à petit. Et pour le risque de marché, c'est celui-là. Selon nous, c'est celui-là qu'il faut avoir à l'œil. Tout ça incite à la plus grande prudence. Didier, alors je vous laisse apporter vos éléments, mais ça pose la question, effectivement, où est-ce que la politique monétaire telle qu'elle a été menée aux États-Unis et en Europe, où est-ce qu'elle se transmet le plus vite dans le système et dans l'économie réelle ? Comme on a un système bancarisé en Europe, le durcissement des conditions de crédit bancaire va se transmettre peut-être un peu plus rapidement à la zone euro. Et donc la zone euro est plus en risque à court terme que les États-Unis qui bénéficient encore d'effets, même s'ils sont temporaires, qui soutiennent la croissance. Alors un élément, je suis complètement d'accord avec cet élément de durcissement des conditions de liquidité, durcissement des conditions de crédit, qui va au final
commencer à mordre sur l'activité économique l'an prochain. Et si on regarde l'économie mondiale, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des éléments de resynchronisation du cycle qui vont se mettre en place. Parce qu'on attend un ralentissement de l'économie américaine, l'Europe ralentit, la Chine ralentit. Le ralentissement chinois, il va forcément avoir un impact sur l'Asie et aussi sur certains pays européens comme l'Allemagne. Donc on a un beau ralentissement de l'économie mondiale. Il y aura moins d'écart entre les économies l'an prochain. Alors, moins d'écart, ça dépend entre lesquelles, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'économies émergentes, même si elles ralentissent, restent avec des niveaux de croissance. D'accord, ok. Donc il n'y a pas de risque de récession mondiale. Mais en revanche, la croissance mondiale, telle qu'on la mesure, va ralentir assez nettement en dessous de 3%, 2,3, 2,4% l'an prochain. Et de notre point de vue, ça va mettre une pression sur les profits des entreprises. Et donc je partage à 100% ce qui a été dit sur les effets sur les marges des entreprises. Il y aura moins de capacité à répercuter les hausses de prix, par exemple les hausses de prix énergétiques récentes, dans une phase d'affaiblissement de la demande. Donc il y aura moins d'effets marge positif qui a beaucoup surpris la plupart des observateurs cette année, et il y aura une contraction normalement, enfin en tout cas des chiffres d'affaires qui sont moins présents. Donc au final, on devrait quand même avoir des profits qui vont passer par une période de trou d'air. Et ça, c'est pas anticipé par les marchés. Donc il y a sur les actifs entre guillemets type les bourses, il y a probablement une période, un moment de vérité qui va se matérialiser dans les mois qui viennent. Et on a commencé à voir une petite correction, mais cette correction ne permet pas de rendre attractifs les marchés et les bourses aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on anticipe sur les profits en lien avec cet affaiblissement de la croissance. C'est pas parce que les profits, alors dans la phase d'inflation, même mieux que bien tenus, puisque les marges ont augmenté, c'est pas parce que jusqu'à présent, dans le début, la première phase de désinflation, là aussi les niveaux de marge sont préservés, c'est pas pour ça que ça continue encore en 2024, Christian. Oui, c'est pas pour ça. Alors surtout qu'on aura des effets d'acquis qui vont être très très négatifs, parce que si vous prenez un deuxième semestre qui ralenti pour l'année 2024, ça s'annonce pas très 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 positif, puisqu'on aura un bon premier semestre de 2023, un deuxième semestre en ralentissement, et donc la comparaison forcément en variation sur un an sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus négative avec cette dynamique-là. Ce qui s'est traduit d'ailleurs par ce que nous a dit l'INSEE, l'acquis de croissance en France par exemple pour 2024, elle sera presque nulle. Donc c'est la même chose au niveau des entreprises, au niveau des résultats des entreprises. Donc ça, c'est un élément forcément négatif pour les prochains mois. Ça va jouer quand même sur le discours des entreprises, parce que j'ai vu encore beaucoup d'entreprises que lorsqu'elles ont publié leur premier semestriel, n'ont pas révisé à la hausse leur guidance annuelle. Donc elles ont eu un premier semestre au-dessus des attentes, mais elles n'ont pas voulu relever. Donc ça vous montre bien qu'elles n'étaient pas très confortables sur le deuxième semestre. Donc ça veut dire que ça, on ne va pas pouvoir le faire pour l'année 2024. Donc il y a un vrai problème sur les résultats des entreprises, mais surtout, je pense, et ce qui n'est pas intégré, et ce qui pourrait véritablement faire réagir les marchés, c'est si on a la perception qu'il y a véritablement un risque de récession. Là, en ce moment, on a un discours qui est de dire, alors la voie en or, comme certains banquiers centraux l'appellent aux États-Unis, dans lequel on tue l'inflation, on monte les taux, et puis croissance molle, mais finalement pas de récession. Alors c'est génial, c'est super. J'y crois pas beaucoup, personnellement. Je crois pas que les économies vont agir. Mais en tout cas, tant qu'on est dans cette voie en or, entre cette possibilité, en tout cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vends pas mes actions. Je reste sur le compartiment action. Alors certes, j'ai le monétaire qui rapporte pas mal, mais je reste sur les actions parce que je me dis je vais jouer le prochain cycle de redémarrage. Par contre, si je vous dis que dans les 3 prochains mois, va peut-être falloir passer par une récession, là on aura des arbitrages. Et c'est un peu ça, à mon avis, le risque aujourd'hui qu'on a sur les marchés d'actions, c'est le fait qu'on n'a pas finalement intégré véritablement un risque de récession. Niveau de prudence là par rapport aux actifs risqués, aux actions chez Tikehau aujourd'hui, et dans une logique d'investissement de rentrée, où est-ce qu'on est confortable ? Alors on est très prudent, je pense qu'on a compris. En particulier sur les actions, on constate d'une part un risque sur les multiples de valorisation avec des taux haussiers, et un risque sur les earnings, sur les bénéfices, les attentes de résultats qui semblent très optimistes à la lumière de ce qu'on vient de dire. Pour rappel, plus 11% selon le consensus de croissance des bénéfices en 2024 aux États-Unis, plus 7% en Europe. Donc on n'est pas sur une récession de bénéfices selon le marché. Non. Donc là, il y a un vrai risque baissier. On va être défensif. On est plus constructif sur l'obligataire, où il nous semble que les primes de risque sont un peu plus adéquates. Et le bon vieux compounding, l'effet d'accumulation cher à notre ami Warren, aujourd'hui peut être valable. Globalement, on va être très sélectif sur les valos, très sélectif sur les dossiers. On ne fait rien de distress, on évite le levier comme la peste, on a peur du risque de refinancement.
Et puis inversement, aller apporter du capital, des liquidités à des bonnes entreprises qui en ont besoin et qui ont fait leurs preuves à travers le cycle, c'est probablement la bonne façon de faire. On peut aujourd'hui rentrer dans les dossiers à des niveaux de décote très importants parce que le capital est très cher, il est rare. La même chose pour les liquidités et pouvoir en fournir. Oui. Ça peut être la recette. Didier, en plus de ça, il y a des opportunités probablement du côté des pays émergents. Donc c'est notre sentiment, du côté des obligations dans les pays émergents, parce qu'on oublie que l'inflation a été maîtrisée dans un certain nombre de pays, qui ont certains degrés de liberté de baisse des taux d'intérêt. Ça a commencé, qui ont des niveaux de taux d'intérêt plus élevés dans un portefeuille diversifié. Même avec ce qu'on a vu sur le dollar et les taux américains cet été, ça ne va pas contrarier ces banques centrales des pays émergents là. Le dollar, de notre point de vue, il va connaître une séquence baissière. Fondamentalement, il est surévalué par rapport à un certain nombre de devises. Donc c'est même la devise en dette locale. Donc il faut regarder ça. Il faut regarder évidemment tous les écarts de cycle à l'échelle mondiale, parce que même si l'économie mondiale ralentit, les émergents hors Chine représentent encore des opportunités d'investissement, y compris du côté des actions. Mais on l'a compris, du côté de la bourse américaine, de la bourse européenne, c'est pas là qu'il faut faire des paris très marqués, directionnels. Ceci dit, il y a toujours de la valorisation relative aussi à regarder de très près qui peut amener de la valorisation. De la valeur. Christian. Oui, naturellement. Alors déjà, le monétaire, je trouve que c'est un couple rendement-risque exceptionnel. Mais il faut le rappeler à chaque fois, vous avez raison. Voilà, quand on ne sait pas où on va, c'est plutôt... C'est ce qu'on cherche, le rendement-risque idéal, le couple... Voilà, aujourd'hui, ça reste quand même très attrayant. Au-delà de ça, on peut, à mon avis, revenir clairement sur l'obligataire, puisque aujourd'hui, très clairement, on a des taux qui peuvent un peu remonter, mais on ne va pas atteindre des niveaux très élevés, puisqu'on voit que l'économie ne le supportera pas, et on aura forcément à un moment donné, à mon avis, un ralentissement qui favorisera l'obligataire. Donc, aller sur ces secteurs-là, je suis beaucoup, beaucoup plus embêté sur la bourse. Parce que sur la bourse, où aller jouer les technos, oui, mais bon, c'est pas forcément un scénario si positif. Et puis, en cas de récession, c'est pas vraiment le secteur sur lequel j'ai envie d'aller avec une valorisation qui reste élevée. Aller sur les défensives, il n'y a rien qui fasse rêver en ce moment. Et les cycliques, c'est pas le moment d'y aller. Alors, je sais qu'il y a eu quelques mouvements, quelques arbitrages sur des valeurs cycliques. On a du mal à les comprendre. Économiquement, je parle purement parce que c'est value, parce qu'il y en a qui ont des multiples de récession dans le secteur auto, dans la banque, on trouve des multiples qui sont des multiples de crise. Tout ce qu'on vient de dire, c'est la Chine qui ralentit, l'Europe qui va mal. Oui, je sais bien. Globalement, j'ai du mal à mais dans certains secteurs, c'est peut-être déjà marqué en partie quand même. Oui, mais j'ai quand même du mal aujourd'hui de y aller parce que c'est pas cher. Donc ça peut encore être un peu moins cher. Donc globalement, sur la bourse, je pense que le meilleur moyen maintenant, c'est commencer à sous-pondérer très clairement le marché action. Et c'est ça qu'il faut faire. Et ben voilà pour ces recommandations de rentrée. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, Altair Economics, Didier Borowski, Amundi Institute et Raphaël Thuin, Tikeo Capital. Une fois par mois, le deuxième vendredi du mois, nous prenons le temps de plonger dans l'industrie ETF avec les éléments que nous apportent les équipes de Yomoni dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse et Olivier Maltès qui est avec nous, le directeur des investissements de Yomoni. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel. C'est l'observatoire ETF de Yomoni qui a été lancé il y a quelques années maintenant et dont vous nous faites partager, que vous nous apportez effectivement chaque mois les enseignements de ce baromètre, de cet observatoire ETF. Déjà pour mesurer les flux, la dynamique de collecte et où est-ce que l'argent est allé, sur quel type de support. L'idée, c'est de faire un bilan de l'été, peut-être juin, juillet, août, pour se remettre un peu les idées en place correctement en cette rentrée, Olivier. Si on regarde déjà les flux au global, donc là, sur le mois d'août, encore un flux positif. Donc juin, juillet et août ont des flux positifs et des flux de collecte. Donc là, le mois d'août, c'est le 11e mois consécutif de collecte positive globalement sur les ETF en Europe. Donc voilà, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et on a eu, donc au mois de juin, on avait environ 10 milliards de collecte. Juillet, encore plus fort avec 13. Donc c'est le deuxième mois de collecte le plus important depuis le début de l'année. Le mois le plus important, c'était janvier avec 17, mais donc un mois de juillet très actif. Et sur le mois d'août, on est un peu plus en retrait, un petit peu en dessous de 9 milliards, à 8 milliards 8, mais un mois ainsi relativement conséquent. Si on regarde en classe d'actifs, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on voit que la collecte sur le marché obligataire est très importante et est venue donc
également en juin et en juillet, vraiment talonner la collecte action. Donc la collecte action reste un peu plus forte, mais à chaque fois, hein, juin, juillet, la collecte obligataire est venue vraiment talonner, pratiquement à touche-touche. Et sur le mois d'août, on revient sur quelque chose d'un peu plus classique, avec sur les 8 milliards 8, on a un peu plus de 6 milliards sur les actions et 2 milliards et demi sur les obligations. Donc là, on revient sur une collecte un peu plus action. Mais voilà, ce qui est vraiment l'événement de je comprends. c'est vraiment la montée en puissance de l'obligataire pour arriver au coude à coude avec la collecte action là sur les 2-3 derniers mois que vous décrivez, Tout à Olivier. fait, on avait eu un mois où la collecte obligataire avait été plus importante. Mais là, voilà, au coude à coude juin, juillet, et puis donc août, une collecte plus importante au niveau action. Quand on dit obligataire, il y a les investisseurs qui mettent de l'argent dans des produits de taux obligataires. Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers à signaler dans ce monde obligataire vaste ? Ce qu'on note vraiment, c'est l'importance des souscriptions sur les obligations souveraines, avec, en fonction des mois, hein, plutôt sur les États-Unis ou plutôt sur l'Europe, mais vraiment sur le souverain. Et ce qu'on note aussi, c'est que l'investment grade a toujours collecté, le high yield aussi par moment. Et là, sur le mois d'août, il y a une sortie plus importante à la fois du high yield, donc à la fois en Europe et aux États-Unis. D'accord. Donc une sortie un petit peu du high yield. Il y a des arbitrages quand même au sein de cette classe d'actifs obligataires. Toujours. Et il y a des arbitrages aussi en termes de duration. Évidemment, ça fait depuis, même avant l'été, on commençait à parler de l'importance et de l'intérêt potentiellement à prendre des positions obligataires sur le marché américain. Bien sûr. Des taux importants, mais qu'on continue de monter un petit peu sur le taux. Qui sont encore plus intéressants aujourd'hui. Mais c'est vraiment cet appétit sur le souverain. Après une année 2022 très compliquée sur les taux souverains, un vrai retour du souverain. Le rendement est de retour. Qu'en est-il des actions ? Vous l'avez dit, hein, juin, juillet, août ont été encore des mois positifs de collecte sur les ETF actions. Là aussi, comment se répartissent les intérêts des investisseurs ? Sur l'été, comme sur l'année, hein, l'événement important, c'est vraiment les grosses capitalisations qui ont apporté quand même jusqu'à présent le plus de flux. On a vu quand même une tentative des small cap et des moyennes cap US sur juin, juillet, avec des flux relativement importants qu'on ne voit plus en mois d'août. Donc, il y a eu tout le monde attend sur le retour en termes de performance sur ces zones-là. Mais donc, c'est vraiment tout ce qui est large cap. Si on note un peu plus sur le mois d'août, parce que c'est plus proche de ce qu'on peut voir, hein, c'est que toujours les grosses capitalisations US qui ont souscrit au niveau action, mondial aussi, le Japon aussi, les actions émergentes. On voit aussi Hong Kong a intéressé les investisseurs ETF européens. Ah, intéressant. Par contre, le large cap euro, lui, est en décollecte, ainsi que la Chine. Toujours la Chine, après un mois de juillet assez important, hein, on l'a vu en termes de performance sur le marché chinois, on voit une décollecte sur le mois d'août, et une décollecte aussi sur la zone euro. Alors, est-ce qu'on fait le lien directement sur l'ouverture de l'économie européenne ? Ouais, c'est ça. Allemagne égale Chine, et donc... Exactement, et puis le luxe un peu aussi en France. Oui, bien sûr. C'est peut-être ce qui explique cela. C'est vraiment les événements, et après, on voit toujours les mouvements sur les secteurs techno et financiers, en fonction de l'évolution des taux. Donc lorsqu'on a peur que les taux remontent, ça se traduit bien sur les flux. Aux deux extrêmes, quoi. C'est vraiment le barbel parfait, quoi. Tech et financière. Est-ce que les supports ESG dans l'industrie ETF, est-ce qu'on est toujours ce trend structurel qui semble s'être installé depuis plusieurs années maintenant ? Alors là, sur l'action, on est vraiment sur un trend un peu plus structurel, donc de l'ordre de 30% des flux sur l'été vont sur l'ESG, donc globalement, hein, que ce soit sur des labellisés ou sur juste des composantes extra-financières. Mais ça, c'est vraiment maintenant un petit peu le rythme de croisière. Donc il y a eu un petit essoufflement début d'année, mais c'est vraiment ce rythme-là. Donc c'est peut-être moins important ce qu'on a pu observer, mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que lorsque c'est arrivé de manière plus importante au niveau des ETF, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait le remplacement. Et donc là, on est plus sûr de la collecte. Voilà, donc 30%, c'est quelque chose qui est relativement important. Donc c'est relativement stable sur les actions. C'est beaucoup plus variable sur le marché obligataire, avec un mois d'août qui était relativement important sur les flux ESG et un mois de juillet, par contre, très très faible. Après, ce qu'il faut avoir en tête sur le marché obligataire, c'est qu'en termes d'ESG, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est ce que vous disiez déjà la dernière fois qu'on s'est vu. Effectivement. Exactement. Oui. On le voit bien, hein, comment noter une entreprise, et donc les émissions obligataires sur les entreprises, ça se conçoit relativement facilement. C'est plus compliqué sur les États. Qu'est-ce qu'on prend en compte en termes d'émissions ? Qu'est-ce qu'on prend en compte en termes de notation aussi sociale ? C'est peut-être moins pertinent aussi, j'en sais rien. Mais c'est moins standardisé en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des ETF spécialisés sur cette thématique-là. Mais c'est vrai que globalement, c'est plus compliqué à appréhender comme mécanisme et comme système de notation. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire des émetteurs, ceux qui fournissent les produits à cette industrie ETF, qui a le plus collecté ? Est-ce qu'il y a eu des mouvements particuliers à signaler parmi les top 3, top 5 des plus gros émetteurs mondiaux, Olivier ? Si on regarde les émetteurs, donc en juin, BlackRock, toujours le premier. Juillet, BlackRock, toujours le premier. Août, à votre avis ?
BlackRock, troisième. Troisième BlackRock. C'est la grande surprise. Depuis le début que vous nous apportez ces éléments, je ne suis pas sûr que j'ai entendu BlackRock troisième sur un mois. BlackRock troisième, donc le premier DWS. Alors, deuxième ou troisième, c'est vraiment touche-touche entre Amundi. Donc, en fonction des retraitements qu'on peut faire, on peut peut-être les voir deuxième ou troisième. Nous, on les voit plutôt troisième. C'est quand même des très, très fortes collectes, toujours, de BlackRock. Il faut bien avoir ça en tête. Juin et juillet, c'est quand même 60% des flux qui vont sur les ETF BlackRock. Oui. Ce qui peut expliquer ça, là, c'est un peu le retrait obligataire. C'est vrai que BlackRock a une offre très importante et est très, très fort sur tout ce qui est ETF obligataire. Et donc, lorsque le marché obligataire souscrit beaucoup en termes d'ETF, ils ont un positionnement qui est a priori meilleur que je comprends. Donc ça peut expliquer ça. Ça peut avoir expliqué que là, du coup, sur le mois d'août, il y a eu un petit peu de place aussi pour les autres compétiteurs. Mais voilà, BlackRock, toujours très très fort, toujours très important. 45% de part de marché environ, globalement. En termes de collecte, c'est très très important, c'est sûr. Oui, il en faudra beaucoup pour détrôner un jour peut-être BlackRock du podium. Mais c'est la surprise. Et de la place. Oui, mais très intéressant. Et la lecture sur le poids des ETF obligataires chez BlackRock qui a peut-être pesé effectivement au cours du mois d'août est très, très intéressante. Justement, tiens, en termes de produits, alors on va pas faire juin, juillet et août, mais sur l'ensemble de l'été, est-ce que ça a été une période dynamique pour lancer des nouveaux produits quand on est émetteur de Oui, juin, juillet, on est à plus de 10 produits lancés, donc c'est relativement dynamisme important, surtout pour l'été. Août, un peu plus en retrait aussi, mais il y a quand même beaucoup de produits. Là, si on veut noter vraiment deux choses, globalement toujours, ce qui est très important, on est souvent aussi questionné sur l'intérêt de l'ESG, et notamment lorsque les flux sont un petit peu plus bas. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de nouveaux produits, l'ESG est toujours quelque chose de très important, avec des gammes qui sont lancées thématiques ESG, ou même des sectoriels vraiment avec ce filtre-là ESG le plus important. Donc, globalement, c'est toujours ça à avoir en tête. Maintenant, dans les innovations et dans les nouveaux produits, c'est beaucoup de produits qui ont trait avec l'ESG et les composantes extra-financières. Et on a eu là, au mois d'août, une belle innovation sur le marché obligataire de BlackRock, et que je trouve intéressante aussi sur le thème industriel, pas uniquement en termes de produits. C'est que BlackRock a lancé en Europe des ETF datés, obligataires datés, sur la même manière que les fonds datés, bien sûr, qui marchent bien, qui marchent très très bien, bien sûr, qui ont un poids très important dans les allocations de CGP aujourd'hui pour les clients. Exactement, et qui donc, du coup permettent de bénéficier des taux relativement importants et de loquer. Et donc on a ETFisé ces fonds datés. Donc ça existait déjà aux États-Unis, mais ils ont importé en Europe des techniques qui s'utilisaient déjà aux États-Unis. Très intéressant. Et c'est vrai que c'est là aussi la gestion passive qui rentre dans un univers plutôt de gestion active en termes de sélection de titres. Donc voilà. Dès que la gestion active trouve un truc, bam, 2 mois après, il y a un ETF qui se met dessus. C'est vrai que là, c'est une manière. Peut-être pas 2 mois après, mais. Non, mais c'est vrai que c'est assez très intéressant ce point. On voit qu'il y a des tentatives aussi de gestion active mise sous format ETF. Là, c'est vraiment de la gestion passive, donc avec des règles de construction propres et complètement passif. Et c'est pas uniquement le format ETF qui est utilisé, c'est vraiment de la gestion passive. Et c'est un accroissement de la gamme et des possibilités en termes obligataires. Et je trouve ça intéressant à la fois en termes de produits, puisque ça permet de sortir de la gestion active si on veut faire ce thème-là, et aussi en termes industriels, de voir comment la gestion passive et les fournisseurs d'ETF réfléchissent pour essayer d'offrir le plus de produits possible dans le gamme de la gestion passive. Bon, du point de vue du positionnement et de la gestion des allocations des différents portefeuilles que vous supervisez chez Yomoni, Olivier, quels ont été là, les enseignements des mouvements de l'été qui se retrouvent peut-être dans les allocations aujourd'hui chez vous? Alors, on avait passé l'été, nous, de manière plutôt défensive. On était plutôt constructif, donc un petit peu plus d'obligations que d'actions sur les profils plutôt mitigés à 50-50. Donc, on avait voulu se protéger un petit peu des risques toujours de l'été. Il y avait Jackson Hole, il y avait beaucoup de choses. Donc, on était plutôt défensif sur tout l'été. Là, on a remis un petit peu de risque. Alors, j'entendais qu'à côté, on disait qu'il fallait faire attention juste avant au marché action. Nous, on a remis un peu de risque, donc on revient sur une neutralité. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est pas non plus un emballement. C'est pas agressif, mais c'est... En fait, l'analyse qu'on a, c'est que tous les critères qu'on avait un petit peu d'inquiétude avant l'été, et notamment aussi sur la liquidité, sont plutôt calmés. On voit qu'effectivement, la consommation américaine tient, la croissance américaine tient. Jackson Hole a montré aussi que les discours des banques centrales avaient été bien anticipés, qu'ils maîtrisaient bien leur discours, qu'ils continuaient leurs efforts, mais que voilà, tout avait l'air d'être bien piloté. Donc on avait quand même beaucoup moins de risques là. Donc on s'est dit, on va remettre un petit peu de risque et revenir à la neutralité. Sinon, on va passer... on ne sait pas combien de mois en étant défensif, alors qu'il n'y a plus vraiment de raison objective. Et en termes de paris, donc on avait un pari sur les actions américaines qu'on conserve, un pari tactique sur les actions américaines, parce que la croissance tient, la Fed est vraiment aux manettes, et les États-Unis par rapport à l'Europe nous paraissent quand même
plus résistant. Et on a rentré un secteur sur la santé et un petit pari aussi technologique sur la santé pour 2 raisons. Il y a le côté aussi un petit peu défensif, donc ça permet de jouer ça. Et c'est surtout le thème de l'IA. On a été longtemps sur les valeurs technologiques. On est ressorti avant l'été pour des valorisations importantes en se disant que c'était risqué. Et on voit que les thèmes de l'IA ruissellent vraiment, commencent vraiment à ruisseler. Et que la santé est un secteur très bien identifié comme étant peut-être un des secteurs et la médecine bénéficiant le plus possible et le plus vite possible des progrès, des nouveaux progrès en matière de clairement, l'IA. et c'est la manière dont on a envie aujourd'hui de continuer à jouer ce thème-là par la santé. Et donc on a ouvert ce pari tactique-là sur la santé. Merci beaucoup Olivier. Merci d'être avec nous chaque mois pour nous faire profiter effectivement de votre observatoire ETF. Vous suivez évidemment au jour le jour l'actualité de l'industrie ETF chez Yomoni avec ce baromètre que vous publiez une fois par mois à retrouver donc dans Smart Bourse le 2e vendredi de chaque mois à 17h45 dans le quart d'heure thématique et en replay bien sûr sur bismart.fr. Olivier Malteste, directeur des investissements de Yomoni, était avec nous en plateau ce soir.